Bonjour à tous, bienvenue aux deuxième rencontre numérique du myélome. Donc, sur cette première partie, donc aujourd'hui, qui est intitulée «Qu'est-ce que le myélome?» Donc, on va essayer de répondre à cette question et à toutes vos questions tout au long de cet après-midi. N'hésitez pas dans le chat de dire d'où vous venez, et de nous faire un petit coucou. C'est toujours agréable pour nous tous. Et donc, en tout cas, on est ravis de vous avoir avec nous. Donc aujourd'hui, c'est une rencontre donc, qui est organisée par la F3M, donc l'Association française des maladies multiples, en collaboration donc avec l'IFM. Donc je présenterai tous les intervenants dans un instant. Et donc à tout seigneur, tout honneur pour démarrer. Donc je vais laisser le mot d'accueil donc à Laurent Gillot, qui est donc le président de la F3M. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc voilà, on attaque notre deuxième RNM. Hein. Juste pour mémoire, on avait créé les RNM au moment du Covid pour pouvoir aussi 6 mois après notre journée nationale du myélome qui a lieu en octobre, pouvoir aussi apporter de l'information nouvelle ou de la formation, la même information qu'on avait au niveau de la JNM. Et puis surtout, c'est une occasion de dialoguer avec vous, dialoguer avec tous, hein, parce qu'on voit bien, les webconférences, on a toujours beaucoup de questions et beaucoup d'échanges. Et puis, on a la chance toujours d'avoir des médecins pour vous y répondre à toutes ces questions médicales qui vous sont essentielles. Donc voilà, on va lancer cette première session de la RNM, hein, parce qu'il y a cette réunion aujourd'hui et il y aura la suivante dans 15 jours. Voilà. Je te redonne la parole, Olivier, vas-y. Ça marche, merci. Donc, comment ça va se passer aujourd'hui? Donc, vous verrez à chaque fois à peu près le même système. Donc, une présentation en vidéo sur un thème et les commentaires qui viendront ensuite de nos intervenants. Des questions seront posées, donc évidemment nos intervenants. N'hésitez pas à les poser dans le chat. On va essayer d'y répondre au mieux et donc de répondre le plus possible, en tout cas à toutes vos questions. Pour rappel, nous ne faisons pas aujourd'hui de consultation par visio, donc on ne pourra pas prendre les questions de façon individuelle, mais répondre de façon plus générale sur le myélome. Et si vous avez des questions vraiment personnelles, dans ce cas-là, il faudra vous rapprocher de votre corps médical. Voilà pour le fonctionnement. Vous aurez également donc sur le côté droit, donc quelque chose que vous connaissez déjà sûrement, le chat qui permet de poser vos questions. Donc posez vos questions dans l'onglet questions uniquement. Pour qu'on puisse nous les repérer et être capable de bien y répondre. Et puis vous avez également donc une partie de chat sur laquelle vous avez la possibilité de discuter ou de nous signaler un problème ou un souci technique. Donc les deux onglets sont bien en bas à droite. Vous avez donc chat et questions. Vous choisissez celle que vous souhaitez. Donc pour vos questions, onglet questions. Pour discuter, pour parler un petit peu tous ensemble, le chat. Voilà un petit peu comment donc on va fonctionner. Et puis, chose promise, chose due, je vous présente donc nos deux intervenants aujourd'hui. Donc, le professeur Aurore Perrault, qui est médecin hématologue à Toulouse. Bonjour, professeur. Bonjour à tous. Et le professeur Hervé Avelloiseau, qui est également professeur sur Toulouse et qui est le président de l'IFM, donc l'intergroupe francophone du myélome. Bonjour professeur. Bonjour tout le monde. Donc, écoutez, pour ce qui me concerne, donc Olivier Tondusson, je suis responsable régional de la F3M sur la région Poitou-Charentes. Voilà, je suis l'un d'entre vous puisque je suis atteint du myélome multiple. Et bienvenue en tout cas à tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont aidants, toutes les familles, tous les amis qui sont présents aujourd'hui. Bienvenue à tous et on va essayer d'être le plus précis possible pour vous répondre au mieux tout au long de cet après-midi.
Le programme, donc en quelques mots, on va voir donc dans un premier temps le myélome, c'est quoi, quels en sont les symptômes, le diagnostic, et puis donc les traitements avec pour les patients qui sont éligibles à l'autogreffe, quels en sont les critères, les séquences thérapeutiques, et puis les patients qui sont non éligibles à l'autogreffe. Là encore, quels sont les traitements qui sont possibles. Le traitement de la rechute, et puis évidemment toujours ces éléments porteurs d'espoir, les essais cliniques, les nouveaux traitements, donc que l'on verra ensuite. Voilà pour le programme de cette heure et demie qu'on va passer ensemble. Je vais cadrer parfois un petit peu le timing pour qu'on soit dans les temps et qu'on ait le temps de tout balayer. Je vous invite tout de même à poser évidemment toutes vos questions. On démarre avec une première vidéo qui est comprendre le myélome multiple. Eh bien, qu'est-ce que c'est ? Un myélome est une maladie de la moelle osseuse. La moelle osseuse est, comme le nom l'indique, placée dans les os du squelette, et notamment le sternum, les côtes et les vertèbres du rachis et les os du bassin. Cette moelle osseuse a pour propriété essentielle de fabriquer les éléments qui circulent dans le sang et qui sont les globules blancs qui nous défendent contre les infections, les globules rouges qui transportent l'oxygène et les plaquettes qui empêchent les saignements. Une partie de ces globules blancs, qui s'appellent les plasmocytes, qui sont donc dans la moelle osseuse, fabriquent une protéine qu'on appelle une hémoglobine monoclonale, qui est composée de 2 chaînes lourdes et 2 chaînes légères, et qu'on peut détecter dans le sang. Le myélome multiple est dû à la prolifération de ces cellules, de ces globules blancs qu'on appelle les plasmocytes, qui forment ce qu'on appelle un clone. Un clone étant une population, un groupe de cellules qui sont toutes issues de la même cellule mère. Donc on appelle ces cellules clonales, et tous ces plasmocytes donc clonaux fabriquent la même immunoglobuline, qu'on appelle du coup monoclonale, qu'on peut retrouver dans le sang. Bien. Professeur Perrault, je vous propose peut-être de nous faire les premiers commentaires sur cette vidéo, de façon à ce qu'on puisse savoir un petit peu plus au fur et à mesure de c'est quoi le myélome. Eh bien oui, donc du coup, c'est vous qui passez les diapos, c'est ça, par la suite? Oui, pour l'instant, c'est juste un commentaire général. Diapos, effectivement. Ouais, c'est juste un petit commentaire là de la vidéo pour l'instant, et puis sinon je peux vous poser les premières questions si vous préférez, mais c'est peut-être un premier commentaire général. Je peux commenter cette vidéo. Donc effectivement, c'est la définition, c'est une maladie de la moelle osseuse, une maladie cancéreuse de la moelle osseuse qui implique la cellule qui fabrique les anticorps, donc le plasmocyte, qui devient cancéreux, qui envahit la moelle osseuse et qui peut interagir avec l'os et détruire l'os de l'intérieur. Il y a aussi des conséquences sur les globules rouges, donc une anémie. Il peut y avoir des conséquences sur la fonction du rein. Ça, c'est plutôt lié à la partie chaîne légère de l'anticorps qui est fabriquée par le plasmocyte. Et en rapport avec l'atteinte osseuse, on peut avoir une augmentation du taux de calcium dans le sang. Pour une première description. Ok, super, merci beaucoup. Le docteur Macro, dans sa vidéo, évoque des localisations. On a parlé un petit peu là qui sont les plus classiques, notamment au niveau osseux. Est-ce qu'il y a d'autres localisations un peu moins fréquentes finalement? Alors, au diagnostic, c'est vraiment le plus fréquemment, c'est une atteinte osseuse. Mais ce ne sont pas tous les os qui sont atteints, ce sont les os du squelette, ce qu'on appelle axial, donc les vertèbres, les côtes, le bassin, le crâne, éventuellement le début des fémurs et des humérus, mais ça ne va pas au niveau des mains, au niveau des pieds classiquement et au diagnostic. Parfois, mais c'est plutôt le cas quand la maladie revient et devient réfractaire au traitement, la maladie peut se mettre en dehors des os, en dehors de la moelle osseuse. C'est ce qu'on appelle une maladie extramédullaire. C'est parfois un peu plus compliqué et ça nécessite une prise en charge particulière. Mais c'est vraiment très très rare au diagnostic. C'est plutôt quand la maladie revient après plusieurs lignes de traitement. D'accord, ça marche. Pourquoi, une question très simple, pourquoi parle-t-on de myélome multiple?
Alors, multiple, peut-être parce qu'il y a de multiples atteintes osseuses. On peut aussi l'interpréter en se disant que cette maladie est très hétérogène et qu'il y a des formes cliniques, enfin des manifestations qui sont très différentes d'une personne à l'autre. Donc, il y a des gens qui n'ont pas d'atteinte osseuse, d'autres qui ont plutôt des problèmes au niveau des reins. Et le pronostic aussi est très différent d'une personne à l'autre, c'est-à-dire la capacité de la maladie à répondre au traitement et à répondre longtemps. Donc je crois que le multiple, il peut être expliqué par pas mal de caractéristiques de cette maladie. D'accord, ça marche. Il y a sur les questions qui nous sont posées, Michel qui nous demande comment survient le myélome multiple? Est-ce qu'on a des pistes? Alors, on ne connaît pas la cause de ce traitement. C'est pas une anomalie génétique, c'est pas héréditaire de père en fils ou de mère en fille. On a des pistes de facteurs favorisants. C'est une maladie qui est un peu plus fréquente chez les gens de race noire, par exemple. Alors, ça ne se voit pas beaucoup en France, mais aux États-Unis, ils le voient un peu plus. C'est une maladie qui est présente dans les pays industrialisés, donc on se pose la question du rôle éventuellement des pesticides. On a un peu plus d'agriculteurs qui sont touchés par cette maladie, mais encore une fois, ce n'est pas une cause, c'est un facteur favorisant, parce que tous les agriculteurs non plus ne sont pas malades, et ce n'est pas systématique. Donc on a quelques pistes, mais on n'a pas d'explication claire sur le pourquoi. Très bien. On a beaucoup de questions qui forcément, qui vont forcément revenir très souvent et qui sont sur finalement, on aura l'occasion sûrement d'en parler tout au long de cette heure et demie, mais qui sont autour de finalement, on vient me diagnostiquer, enfin voilà, si je tape sur Internet, voilà, je vois que l'espérance de vie, c'est ceci, c'est cela. Il semble que les choses évoluent tout de même, non, sur le myélome multiple, au sens large, puisqu'on répondra à ces questions au fur et à mesure. Oui, bien sûr, les choses évoluent à la fois en termes de connaissance de la maladie, sur ce qui se passe dans la cellule, ce qui se passe autour de la cellule, ce qu'on appelle le micro-environnement médulaire et immunitaire. Les choses évoluent en termes de traitement, et puis effectivement, les stratégies de prise en charge peuvent évoluer. On commence à reposer la question de est-ce qu'il faut faire une greffe à tout le monde? Est-ce que quand la maladie est plus grave, il faut faire 2 greffes et pas une greffe? Chez les sujets qui ne peuvent pas avoir de greffe, on a des nouveaux traitements très efficaces, mais il y a encore des progrès à faire. Donc oui, les choses évoluent rapidement dans cette maladie. Oh, bah écoutez, c'est super. Ce que je vous propose, c'est peut-être de passer assez vite à la vidéo numéro 2, qui est finalement comprendre le myélome. Quels en sont au fond les symptômes. Alors ça a été un peu compliqué parce que j'avais des fortes douleurs lombaires depuis plusieurs mois. J'ai erré de généraliste en service et différents examens. Et pour finir, à des douleurs tellement horribles que ma fille m'a emmenée aux urgences. Et qu'aux urgences, on m'a gardée. Ensuite, j'ai été hospitalisée en rhumatologie puisque j'avais des vertèbres écrabouillées. Et le lendemain de mon arrivée, le professeur est arrivé avec toute sa troupe. Il a regardé sa fiche, il m'a regardé et il a dit « Vous avez un myélome ». Cette maladie a pour principal symptôme les douleurs osseuses, puisque justement la prolifération a lieu dans la moelle osseuse. Donc ces plasmocytes qui se multiplient occupent de l'espace et donc ça entraîne des douleurs. Mais on peut la détecter de façon fortuite aussi, en faisant une prise de sang, puisqu'on verra sur cette prise de sang, par exemple, le fameux pic. Ces douleurs sont particulières parce qu'elles sont importantes, elles ne répondent pas au traitement calmant habituel et peuvent aussi s'accompagner de complications, notamment de fractures osseuses. D'autres symptômes sont fréquents, comme la fatigue et l'essoufflement lors des efforts, et sont le plus souvent en rapport avec une baisse des globules rouges, donc qui transportent l'oxygène et qu'on appelle l'anémie. Beaucoup plus rarement, on peut avoir des saignements ou des complications infectieuses qui font découvrir la maladie parce que justement les globules blancs défendent contre l'infection et là ils sont défectueux dans leur fonctionnement. Un des derniers symptômes est le dysfonctionnement du rein qu'on découvre lors d'une analyse, une prise de sang et qui permet
d'évoquer le diagnostic des myélomes multiples. Parfait, merci beaucoup. Du coup, même mécanisme, professeur, sur les symptômes, globalement, qu'est-ce qu'on doit retenir finalement de cette vidéo ou des symptômes du myélome? Alors les symptômes, tout le monde n'a pas tous les symptômes. Donc l'anémie, c'est quelque chose qui est présent dans un tiers, un quart des cas, qui s'installe très progressivement. Donc il y a des gens qui se voient diagnostiqués d'un myélome multiple et qui ont une baisse des globules rouges depuis plusieurs mois, voire parfois depuis 1 an ou 2. C'est quelque chose qui s'installe généralement lentement. Alors après, ça peut s'accélérer selon si ça dure, si ça fait vraiment longtemps, mais c'est quelque chose qui s'installe lentement. Et donc là, quand on manque de globules rouges, et bien on est plus essoufflé quand on fait un effort. On a le cœur qui tape un peu quand on fait un effort, quand on monte les escaliers. Et ça peut aboutir à de la fatigue, au début plutôt à l'effort et ensuite permanente. Les autres symptômes, ce sont les douleurs osseuses, et ça c'est le plus fréquent. Il y a 2/3 des patients qui ont des douleurs osseuses au moment du diagnostic. C'est généralement lié à des fractures qui se produisent sur des traumatismes minimes, une chute de faible hauteur par exemple pour les vertèbres, ou on voit régulièrement des patients qui se relèvent d'un canapé en prenant appui sur la coudoir et qui cassent une clavicule, ou si on a une infection en toussant, un effort de toux, on peut fissurer ou fracturer une côte. Donc ce sont ce genre de fractures qui ne devraient pas arriver si l'os était en bonne santé, si j'ose dire. Alors de temps en temps, il y a des douleurs qui sont plus diffuses, qui sont ce qu'on appelle de type inflammatoire, qui peuvent réveiller la nuit, et qui sont souvent localisées au niveau du bassin, des vertèbres, donc tout ce qui est le squelette axial. Ce ne sont pas des douleurs articulaires, des poignets, des chevilles, des genoux. Généralement, c'est des douleurs vraiment du bassin, du dos, qui persistent, qui doivent faire alerter et faire une prise de sang pour éliminer un myélome. Concernant l'insuffisance rénale, c'est quelque chose qui n'est pas ressenti par le patient. Donc la dysfonction des reins, il n'y a pas de symptômes particuliers. Et concernant le taux de calcium dans le sang, s'il est très élevé, on peut avoir des signes qui sont un peu, pas forcément en rapport avec les os, qui sont des signes digestifs, des nausées, une sensation d'être un peu perdu. Donc c'est des signes qui ne sont pas forcément faciles à déceler. Ça marche. Beaucoup d'entre nous ont entendu parler du MGUS, finalement, c'est quoi exactement? Alors, MGUS, en français, c'est gammapathie monoclonale de signification indéterminée, et MGUS, c'est l'acronyme anglais. Ça veut dire qu'on découvre un pic monoclonal, donc une immunoglobuline, un excès d'anticorps dans le sang, sans qu'il y ait de myélome. Alors, c'est un état qui peut précéder la survenue d'un myélome. C'est quelque chose qu'on découvre généralement de façon fortuite, ou alors par hasard, dans le cadre d'une prise de sang pour autre chose, ou pour un bilan de fatigue, ou justement de douleurs articulaires. Souvent, les rhumatologues, ils font une électrophorèse et on peut trouver cet excès d'anticorps. Et donc, on se dit que s'il y a un excès d'anticorps, c'est qu'il y a probablement un petit excès dans la moelle osseuse de plasmocytes, mais on n'a pas de critères suffisants pour parler de myélome. Alors, c'est quelque chose qui est très fréquent plus on avance en âge. Après 50 ans, c'est à peu près 3%. À 50 ans, c'est à peu près 3% de la population, au-delà de 50 ans. Et puis, quand on arrive à 80 ans, c'est probablement plus de 10%. Donc, c'est quelque chose qui peut être banal et qui peut ne jamais évoluer, ne jamais se transformer en myélome. Mais une fois qu'on le sait, on le surveille. Alors, on peut le surveiller à des rythmes différents en fonction de certaines caractéristiques qui, pour nous prédisent un petit peu le risque d'évolution de cette gammapathie. Si on a un tout petit pic à 2 grammes de type IgG-kappa par exemple, et qu'à côté de ça, on n'a pas de baisse des autres anticorps et qu'on n'a pas d'anomalie sur les chaînes légères, c'est quelque chose on est assez rassurant. Si le pic, par contre, il est à 20 grammes, et puis qu'on voit qu'il y a un effondrement de tous les autres anticorps, là, on va le surveiller d'un peu plus près, puisqu'il y a un risque un peu plus important que ça se transforme en myélome au bout de quelques mois ou de quelques années, ou de 10 ans ou de 15 ans. Ça marche. On passe forcément du MGUS au myélome asymptomatique, puis au myélome symptomatique ou pas. Enfin, voilà, Alors,
En théorie, c'est un continuum entre les trois états. Bien sûr, parfois, on ne sait pas qu'il y a eu un MGUS, on ne sait pas qu'il y a eu un myélome indolent, et puis parfois, le passage de l'un à l'autre, il est très rapide, et donc on ne le voit pas. Mais en théorie, cette maladie, elle se développe assez lentement avec cette phase qui passe par une MGUS, puis éventuellement par un myélome indolent. Ça marche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement pourquoi on peut avoir une importante baisse des globules rouges ou une atteinte rénale? Alors, je l'ai un petit peu entendu tout à l'heure, mais peut-être le repréciser. Alors, pour l'atteinte des globules rouges, en fait, la fabrication des globules rouges, elle se fait aussi dans la moelle osseuse, là où sont les plasmocytes. Alors, ce n'est pas tant l'envahissement massif par les plasmocytes, parce que les plasmocytes dans la moelle osseuse, souvent, pour dire myélome, il faut 10%. C'est notre critère, nous, diagnostic. Mais généralement, on a 15, 20, 25%, mais on n'a pas un envahissement massif à 99%, et donc il reste de la place pour les globules rouges. Néanmoins, ces plasmocytes, ils interagissent avec les précurseurs des globules rouges, des cellules qu'on appelle des érythroblastes, et ils inhibent un petit peu cette maturation des érythroblastes vers les globules rouges. Donc, en fait, c'est une interaction entre les plasmocytes du myélome et la fabrication des globules rouges. Quand on va traiter le myélome, cette interaction négative, elle va s'arrêter, et donc rapidement, les globules rouges, si le traitement fonctionne, rapidement, les globules rouges vont augmenter. Et c'est aussi, cette anémie, elle est très sensible au traitement par EPO, donc assez régulièrement, on utilise de l'EPO au début des traitements pour accélérer cette refabrication des globules rouges, et on l'arrête dès qu'il n'y a plus besoin, et le temps que le traitement fonctionne. Donc ça, c'est pour l'anémie. Pour l'insuffisance rénale, le mécanisme, il ne dépend pas cette fois de la cellule du myélome, il dépend des anticorps qui sont fabriqués par la cellule du myélome. Donc l'immunoglobuline monoclonale, l'anticorps, en structure, c'est fait avec deux chaînes lourdes et puis deux chaînes légères. Et c'est cette partie chaîne légère qui peut se promener toute seule dans le sang et qui est tellement petite, qui est tellement légère qu'elle passe dans le rein, dans les glomérules. C'est normal, d'habitude, le rein, il filtre les grosses protéines pour les garder dans le sang. Là, les petites chaînes légères, elles passent de façon logique, habituelle, mais s'il y a un excès de chaînes légères qui passe à travers le glomérule et qui se retrouve dans la deuxième partie du rein, qui est le tubule, et bien ça peut précipiter dans le tubule, s'il y en a beaucoup, et s'il y a d'autres facteurs comme une déshydratation, une injection d'iode, une prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, et si ces chaînes légères précipitent dans les tubules, ben elles peuvent faire nécroser ces tubules, et faire que d'un coup, le rein se bloque et qu'on ait une insuffisance rénale aiguë par ce qu'on appelle une nécrose des tubules, une nécrose tubulaire aiguë. Alors cette nécrose des tubules, elle peut récupérer, mais quand on a ce type d'insuffisance rénale, il faut être pris en charge rapidement, en urgence, avec éventuellement de la dialyse temporaire, avec éventuellement ce qu'on appelle des échanges pour enlever l'excès de chaîne légère et surtout débuter un traitement du myélome pour qu'on arrête on tue les cellules qui produisent les chaînes légères, donc on arrête cette hyperproduction de chaînes légères et que ça puisse libérer, si vous voulez, les tubules des reins. Très bien. J'ai une question encore qui peut paraître simple pour vous, un peu plus compliquée pour nous. Dans les comptes rendus qu'on a de nos médecins, on a souvent crabe décrit. On se dit, mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ce truc? Est-ce que vous pouvez essayer de nous donner les grandes lignes? Oui, bien sûr. Donc, c'est le tableau que vous voyez en même temps sur la diapositive. Ce crabe, il ne fait pas référence à un cancer, comme des fois on appelle les cancers un peu le crabe. C'est simplement les 4 lettres qui résument les 4 symptômes, situations qui nous amènent à traiter un myélome. C'est-à-dire que c'est des critères de traitement du myélome. Donc, le C, c'est hypercalcémie, donc c'est un reflet de l'atteinte osseuse, c'est quand il y a trop de calcium dans le sang. Le R, c'est l'insuffisance rénale dont on vient de parler. Le A, c'est l'anémie. Et le B, parce que l'acronyme est en anglais, ça correspond à l'atteinte osseuse, donc soit des fractures, soit des trous, des ostéolyses dans les os. Et en fait, quand on a un ou plusieurs de ces critères, on sait que le myélome s'exprime, il est symptomatique et qu'il faut faire un traitement. Si on n'a aucun de ces critères CRAB, tout à l'heure quelqu'un posait la question en disant j'ai pas de symptômes, si on n'a pas de symptômes et pas de ces critères, eh bien on peut au début être juste surveillé, on est au stade de myélome indolent,
Et on ne fait pas de traitement parce qu'on n'a pas montré que de faire un traitement plus précoce, ça a changé les choses à long terme. C'est une maladie pour laquelle on réfléchit sur quand même le long terme. Et en surveillant précocement les patients, on trouve le bon moment pour débuter un traitement, pas les embêter trop tôt, et puis pas non plus attendre qu'il y ait trop de complications pour commencer un traitement. Ok. Le CRAB s'associe à une note ou c'est comment ça se passe? Non, c'est pas CRAB 1, 2, 3, 4. Il suffit d'un seul critère pour débuter un traitement. Et nous, dans les dossiers, effectivement, on précise quel est le type d'atteinte CRAB. Pourquoi? Parce que s'il y a une insuffisance rénale, on fait plus attention aux chaînes légères. S'il y a une atteinte osseuse, il y a souvent des traitements de l'os. Enfin, on peut mettre un traitement pour l'os associé. Et aussi pour l'avenir, on va dire, quand on met la maladie en rémission, on la surveille. Quand une maladie s'est exprimée fortement sur le plan osseux au diagnostic, on est un peu plus vigilant. Alors, une rechute, c'est pas toujours copie conforme du premier traitement, mais de la première présentation, mais quand même, s'il y a eu beaucoup de chaînes légères au début, on fera plus attention aux chaînes légères. S'il y a eu une atteinte osseuse initialement, on peut peut-être faire un peu plus de surveillance de scanner ou d'imagerie une fois que le premier traitement est terminé. Très bien, je vous remercie. Je vous propose de passer du coup à la séquence suivante, qui est sur le diagnostic, puisque évidemment c'est un des points fondamentaux quand on découvre nos maladies. Alors, mon myélome a été découvert par hasard suite à des problèmes gastriques récurrents. J'ai fait une analyse de sang un petit peu plus poussée avec l'électrophorèse des protéines qui a montré donc un pic monoclonal, un problème qui au démarrage était juste une maladie qui pouvait rester non cancéreuse et puis malheureusement le pic a évolué et donc c'est devenu un myélome. À l'annonce de la maladie, honnêtement, j'ai eu le sentiment, après, ça je le dis aujourd'hui parce que j'ai un peu plus de recul, j'ai eu le sentiment d'être tout seul en fait. Je me souviens toujours dans ce bureau où effectivement le médecin, le professeur le faisait le maximum pour expliquer à Olivier ce qui se passait, dans quoi est-ce qu'il s'embarquait. Et moi, j'étais un peu à côté, j'étais comme une espèce d'éponge qui aspirait tout ça, mais de façon assez passive. Je ne savais pas trop quoi faire, mis à part écouter et subir. On nous dit devant Monsieur le maire que c'est pour le meilleur et pour le pire. Et j'avais vraiment le sentiment qu'à ce moment-là, il fallait être là, il fallait être à ses côtés, il fallait être présent. Et c'était important d'être là, oui. Et c'était pas facile, mais c'était important d'être là. On peut évoquer le diagnostic de myélome multiple si un patient se présente avec des douleurs osseuses, qu'on fait une analyse et qu'on trouve sur cette électrophorèse le fameux pic, c'est-à-dire l'immunoglobuline monoclonale, qui peut aussi se retrouver dans les urines, notamment par une de ces parties qu'on appelle les chaînes légères. Mais le diagnostic ne peut se faire que par l'aspiration de la moelle osseuse, puisque c'est là que sont localisées les cellules de la maladie, ces fameux plasmocytes clonaux. Donc on fait ça en général dans le sternum ou dans l'os du bassin, ça s'appelle un myélogramme. Donc on analyse les cellules de la moelle osseuse et on compte le nombre de plasmocytes. Et on diagnostique un myélome multiple quand ces plasmocytes tumoraux, donc clonaux, représentent au moins 10% des cellules. Mais pour faire un bilan de myélome actuellement, en 2022, on n'utilise plus que le scanner à faible dose. C'est un scanner qui irradie peu et qui permet d'avoir l'ensemble du squelette, du crâne jusqu'au genou, donc d'avoir toutes les localisations de cette maladie qui se manifeste sur ce scanner par des trous dans les os. On peut aussi faire des IRM, donc des images par résonance magnétique, du rachis, du bassin, mais aussi du corps entier. Et un dernier élément dans cette imagerie du myélome est ce qu'on appelle le TEP scanner, qui conjugue deux examens. Le TEP qui est un examen fonctionnel, on voit des nodules plasmocytaires qui sont, comme on dit, hypermétaboliques.
et la partie scanner qui met en lien ces nodules avec justement des trous, enfin, une atteinte osseuse. Ces examens sont importants au diagnostic, notamment le TEP scan, mais aussi dans l'évolution, puisqu'on peut les répéter et voir comment le patient répond au traitement et améliore cette atteinte. Très bien. Donc, professeur, juste, donc, écoutez, comme d'habitude, peut-être une question assez générale sur le pic monoclonal. Est-ce que finalement avoir un pic monoclonal ou ne pas en avoir signifie qu'on a un myélome? Alors, si on a un pic monoclonal à plus de 30 grammes, on peut déjà dire qu'on a un myélome. Il peut être indolent, donc ça peut être le stade intermédiaire, ou symptomatique. Mais si on n'a pas du tout de pic, mais qu'à côté de ça, on a l'image qui est sur la droite, si on a les gamma-globulines qui sont diminuées, la petite courbe rouge, on n'a pas de pic, mais on peut quand même avoir un myélome si le plasmocyte malade il ne fabrique pas l'anticorps en entier, l'immunoglobuline en entier, mais qu'il fabrique seulement la partie chaîne légère. Et les chaînes légères, elles sont tellement petites qu'elles ne se voient pas sur cet examen qui est l'électrophorèse des protéines, qui est un examen qui permet de voir un peu la répartition des protéines du sang. Donc, on a les deux possibilités. Soit on a ce grand pic étroit, soit cette baisse des anticorps sans pic. Ok, donc l'une des autres façons de diagnostiquer le myélome, c'est donc le prélèvement de moelle osseuse. Et forcément, toutes les questions qu'on se pose tant qu'on n'en a pas eu, c'est est-ce que c'est douloureux? Et quand on en a eu, est-ce qu'elles seront toujours ou pas aussi peu ou très douloureuses en fonction des gens? Alors, je ne vais pas vous dire que c'est agréable, hein, j'imagine bien, j'en ai jamais eu, mais je fais ça presque tous les jours. Donc, quand on fait une ponction sternale, une aspiration, c'est inconfortable, je pense. On a des moyens pour que ce myélogramme soit le plus supportable possible. Déjà, on peut mettre un patch qui endort la peau. Alors, quand on fait cet examen, il faut qu'on rentre dans l'os du sternum ou l'os du bassin. Donc, on traverse la peau, mais on traverse aussi le bord de l'os qu'on appelle le périoste, et c'est là où il y a les nerfs. Donc, souvent, le patch, il endort la peau, mais il ne peut pas endormir plus profondément. Donc, moi, personnellement, je fais une anesthésie locale à l'aiguille avec un anesthésiant, comme on l'utilise si on vous fait une biopsie de la peau ou chez le dentiste. Et après, il y a beaucoup de centres qui ont maintenant d'autres moyens aussi, soit le gaz, le protoxyde d'azote, qui est le gaz hilarant, comme on dit chez les enfants, mais en tout cas qui permet de se concentrer sur autre chose. Il y a des centres qui utilisent des casques de réalité virtuelle, il y a des infirmières qui peuvent faire de l'hypnose, il y a pas mal de moyens, et si vous appréhendez, il ne faut pas hésiter à le dire pour que tous les moyens possibles soient utilisés pour pouvoir faire cet examen qui est important. Oui. Ok. Tant qu'on est dans... Alors bon, là, on a parlé de prélèvement de moelle osseuse. Je reviens un instant sur l'électrophorèse des protéines, puisqu'on a une question de Martine qui nous dit, mais est-ce que finalement, si on faisait dans des prises de sang un peu plus systématiques, est-ce qu'on pourrait diagnostiquer les myélomes un petit peu plus tôt? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de dépistage organisé par cette électrophorèse. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de traitement qui, au stade de gammapathie monoclonale de MGUS ou au stade de myélome indolent, règle définitivement le compte du myélome. C'est que si on avait un traitement qui permet de guérir tout le monde à un stade précoce, oui, il y aurait un intérêt de faire un dépistage. Aujourd'hui, on n'a pas de traitement qui guérit définitivement à un stade précoce, et on reste sur notre stratégie de traiter le myélome quand il y en a besoin, c'est-à-dire quand il s'exprime. Du coup, il n'y a pas de dépistage prévu. Et le fait de savoir qu'on a une alors une fois qu'on sait qu'on a une gammapathie, forcément il faut la surveiller, mais je ne sais pas si c'est bien d'un point de vue... Alors c'est bien pour la surveillance et d'essayer de détecter un myélome qui va s'exprimer assez tôt, mais je ne sais pas si pour la sérénité de la vie, c'est bien de savoir qu'on a une potentielle maladie qui peut évoluer. Donc, le dépistage, il a un intérêt quand on a des solutions immédiates. Si je peux compléter, Aurore, c'est les Islandais qui ont mis en place un dépistage systématique. Donc, ils ont récolté comme ça plus de 50 000 MGUS.
Et quand ils font le bilan, ben, ils disent, bon, d'accord, on les suit. Mais effectivement, pour beaucoup c'est pas des patients, du coup, d'individus sains, ça crée des problèmes psychologiques face à une possible maladie qui est sans doute beaucoup plus compliquée qu'on peut l'imaginer. Oui, je comprends bien cette notion d'avoir presque une épée de Damoclès au-dessus de la tête en se disant est-ce que ça va évoluer ou pas, quoi, en quelque sorte. Oui, c'est exactement ça. Okay, ça marche. On parle de, on n'a pas parlé encore, donc je suis pas sûr qu'on reviendra dessus, donc du coup je vais poser la question. On parle de myélome à chaîne légère, à chaîne lourde. Vous pouvez nous en dire un mot? Oui, donc myélome à chaîne lourde, c'est quand on voit ce pic à l'électrophorèse, c'est que l'immunoglobuline est faite à la fois des chaînes lourdes et des chaînes légères. Et le myélome à chaîne légère, c'est quand le plasmocyte ne fabrique pas une immunoglobuline complète, mais il fabrique seulement la partie chaîne légère, donc il fabrique une immunoglobuline incomplète. Alors ça, on ne sait pas pourquoi. C'est pas forcément c'est pas plus grave, c'est juste différent. Et nous, c'est différent pour le suivi de la maladie et les complications potentielles, parce qu'effectivement, il y a un peu plus d'atteinte rénale quand on a beaucoup de chaînes légères. Mais on ne sait pas pourquoi il y a certains myélomes qui ne fabriquent pas l'anticorps complet. C'est des cellules qui sont cancéreuses, qui sont dégénérées, donc souvent elles ne fonctionnent pas complètement normalement. Mais exactement pourquoi certains myélomes fabriquent l'immunoglobuline complète et d'autres non, ça on ne sait pas. Ce n'est pas non plus associé à des anomalies cytogénétiques particulières des cellules. Il n'y a pas de traitement différent non plus. Ça marche. Une question que je suis à peu près certain que les centaines de personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui se posent, c'est que ce soit pour eux ou pour un malade qu'ils connaissent, c'est quoi l'espérance de vie? Parce que quand on regarde sur Internet, on est toujours sur nos 3 ans, 5 ans, enfin, voilà, les choses qui sont assez, comment dire, presque éprouvantes, voire épouvantables. Mais enfin, on se pose 100 000 questions forcément dessus quand on est atteint comme ça. Quelle est la situation actuelle et quelles sont les évolutions avant qu'on rentre vraiment dans les traitements? Alors, l'espérance de vie, elle est généralement effectivement un peu raccourcie, mais ça dépend beaucoup de à quel âge on a cette maladie. Aujourd'hui, quand on est diagnostiqué d'un myélome, on peut espérer vivre avec des traitements, avec des phases de traitement et des phases sans traitement, je dirais environ une dizaine d'années. Alors, environ une dizaine d'années, c'est différent si on a 40 ans ou si on a déjà 75 ou 80 ans. Les traitements sont plus intensifs chez les gens les plus jeunes pour essayer justement de gagner plus d'années parce que forcément le delta en années de vie perdues, si j'ose dire, lié au myélome, il va être plus important chez un sujet jeune. Mais malgré tout, on a des traitements qui permettent d'avoir une durée de rémission plus longue. Ce qu'on peut dire, c'est des approximations, parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas de recul suffisant pour savoir, avec les nouveaux traitements qu'on utilise en 2023, combien de temps la rémission va durer, et puis surtout, avec tout ce qui arrive comme nouvelles immunothérapies, comme nouveaux traitements, on a du mal de projeter les choses. Donc, c'est des estimations qu'on fait par rapport aux progrès qui ont été faits déjà depuis 10 ans. Depuis 10 ans, la survie des patients a doublé grâce aux inhibiteurs du protéasome, grâce aux immunomodulateurs. Et aujourd'hui, on va voir les progrès grâce à l'immunothérapie, notamment d'abord les anticorps anti-CD38. Alors, on parlera des traitements après, mais aussi des nouvelles immunothérapies. Donc, je crois qu'il faut à la fois être... Quand on a une maladie, il faut bien sûr s'informer. Quand on accompagne quelqu'un, qu'on est aidant de quelqu'un qui a un myélome, il faut s'informer. Mais il faut à la fois pas tout prendre pour argent comptant parce qu'il y a des progrès et que les choses s'améliorent, et aussi parce que c'est très hétérogène malheureusement, enfin, c'est comme ça, d'une personne à l'autre. Et donc il faut plutôt discuter avec son médecin pour voir si on est plutôt dans un bon myélome, entre guillemets, ou si on a l'impression que la maladie est un peu plus agressive et qu'il va falloir adapter le traitement pour essayer de contrecarrer cette agressivité qui peut réduire la moyenne, puisque quand on vous donne une espérance de vie, c'est toujours des médianes, des moyennes, c'est des statistiques qui s'appliquent à toute la population, mais ça ne peut rien dire pour un cas particulier. Bien sûr. Est-ce qu'on peut espérer, la question simple, est-ce qu'on guérit du myélome? Et deuxième question, est-ce qu'on peut espérer en guérir un jour? Ou c'est quoi
votre vision aujourd'hui, en fait. Alors, aujourd'hui, quand on explique, on annonce un diagnostic, on a coutume de toujours dire que ça reste une maladie qu'on ne guérit pas, qu'on soigne bien, mais qu'on ne sait pas guérir définitivement et qu'il y aura des phases de traitement, des phases de surveillance, des phases où la maladie va être là, des phases où elle sera endormie. En fait, aujourd'hui, tout dépend de ce qu'on appelle guérison. Si vous considérez que la guérison, c'est ne plus avoir de maladie, mais ne plus avoir de traitement, on guérit assez peu de patients, puisque dans ce cas, les seuls patients aujourd'hui qui sont guéris, c'est des patients qui ont reçu une autogreffe et qui n'ont jamais rechuté. Et on a tous dans notre patientèle des patients qui sont à 10 ans, à 12 ans, voire à 14, 15, 16 ans, après une autogreffe, qui n'ont plus de traitement et qui n'ont pas rechuté. Donc ces personnes-là, j'ose penser qu'elles sont guéries. Ensuite, on peut voir la guérison d'une façon différente. On peut dire, est-ce que la guérison, c'est retrouver une espérance de vie habituelle au même âge, et quand bien même on ait un traitement à prendre tous les jours, sous forme de comprimés. Et dans ce cas, si on a aujourd'hui un myélome à 80 ans et qu'on reçoit un traitement suite à le traitement qu'on appelle le traitement MAIA, c'est-à-dire daratumumab, lénaludomide, dexaméthasone, on sait que ce traitement-là, il fonctionne en médiane pendant 5-6 ans. Et donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont durer beaucoup plus longtemps. Donc peut-être qu'il y a des gens qui sont sous traitement, mais qui n'auront toujours pas rechuté au bout de 7 ans, 8 ans, et quand on a 80 ans, on arrive après à une espérance de vie normale. Alors, donc voilà, tout dépend un peu de ce qu'on appelle la guérison. C'est un peu philosophique comme question. C'est sûr que si c'est ne plus avoir de maladie et ne plus avoir aucun traitement, il n'y a pas beaucoup de gens guéris. Mais si c'est contrôler la maladie pour arriver à vivre avec elle, je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vivent avec leur maladie sans qu'elle s'exprime. Alors après, il y a la tolérance des traitements à prendre en compte, etc. Est-ce qu'on va guérir plus de patients? On l'espère, c'est pour ça qu'on travaille tous les jours, qu'on fait des essais cliniques, qu'on essaye de développer des nouveaux médicaments avec les laboratoires pharmaceutiques, de rendre accessibles ces nouveaux médicaments. Donc oui, je pense qu'on guérira de plus en plus de gens. Dire on va guérir tout le monde à un horizon de 5, 10, 15, 20 ans, je suis moins persuadée. Est-ce que, à défaut de guérir, est-ce qu'on peut, comme d'autres maladies, espérer une chronicité, enfin je ne sais pas comment on le dit, alors le fait de chroniciser la maladie et de la rendre finalement une maladie chronique? Moi, je pense que je dirais presque une majorité, mais peut-être pas encore une majorité, mais pour un grand nombre de patients, c'est déjà le cas. C'est une maladie qui devient chronique, où on fait en première ligne, alors si on peut être autogreffé, on fait un traitement pendant 3-4 ans maintenant, finalement, la durée de traitement, on arrête, il se passe 2, 3, 4 ans sans qu'il y ait besoin de reprendre un traitement, on reprend un traitement, là en général on le maintient quand même de façon plus prolongée, mais il peut arriver qu'on l'arrête sur la balance bénéfice-risque et qu'on reprenne une surveillance. Donc je crois que pour certains patients, on est déjà dans cette maladie chronique. Alors à la fois, c'est une maladie chronique quand même grave, avec cette, comme vous disiez, épée de Damoclès de la rechute au-dessus de la tête. Mais il y a beaucoup de gens qu'on voit en consultation tous les 3 mois qui vont parfaitement bien, jusqu'au jour où la maladie se réveillera, et là, il faudra qu'on reprenne un traitement. C'est déjà un peu une maladie chronique. Finalement, il y a beaucoup de maladies qui sont chroniques, mais qui ne sont pas des cancers. Quand vous avez une hypertension artérielle, généralement, elle ne guérit jamais. Il faut toujours prendre un traitement. Alors, ça n'a pas les mêmes conséquences immédiate de penser cancer et de penser hypertension, mais ça a d'autres conséquences sur le corps qui ne sont pas toujours bonnes à long terme non plus. Je ne suis pas en train de comparer le myélome au diabète ou à l'hypertension non plus. Non, je comprends bien, mais c'est pour se donner aussi l'image de ce qu'est une maladie chronique et de comment on peut peut-être espérer au moins, à défaut de guérison totale, rester au moins dans une situation qui soit quand même plutôt positive. Merci en tout cas pour ces éléments et ces éléments aussi qui, je pense, pour chacun d'entre nous donnent un petit bout de ciel bleu, ça fait du bien. Donc, je vous propose de passer donc à la partie suivante, donc qui est sur les traitements et notamment sur l'autogreffe. Donc, quels sont les critères pour savoir si un patient est éligible ou pas à l'autogreffe?
critère d'âge reste effectivement quelque chose de très important pour l'autogreffe. Il y a encore quelques années, on avait ce qu'on appelle un cut-off à l'âge de 65 ans, sauf qu'aujourd'hui, de plus en plus, on arrive effectivement à autogreffer des patients de 70, voire même au-delà. Alors pourquoi ce changement? Tout simplement parce que les études qui avaient montré l'intérêt de l'autogreffe dans le myélome en première ligne, c'est des études qui avaient été faites dans les débuts des années 90. Dans les débuts des années 90, avoir 70 ans, c'est pas la même chose que d'avoir 70 ans en 2020. On est beaucoup plus en forme et on est beaucoup plus à même en tout cas de supporter l'autogreffe, ce qui explique que l'âge en tout cas avance. On autogreffe des personnes jusqu'à 70, 75 ans aujourd'hui. Ça se passe plutôt bien, en tout cas dans de bonnes conditions. Ok, une question simple. Donc, évidemment, l'un des premiers critères, c'est le critère d'âge, entre autres, mais en tout cas, c'en est un. C'est un critère couperé un petit peu. Enfin, ça l'était. Est-ce qu'un malade de 70 ans peut quand même avoir une greffe ou 75 ans et pourquoi on ne peut pas aller plus loin? Alors, quand on dit avoir une autogreffe, le traitement, c'est pas la greffe. La greffe, vous pourrez la faire à 100 ans, il n'y a aucun problème, c'est réinjecter ses propres cellules souches. Quand on fait une autogreffe, ce qui traite le myélome, c'est la grosse chimiothérapie qu'on fait la veille ou 2 jours avant l'autogreffe. Et en fait, finalement, c'est l'intensification thérapeutique, c'est le melphalan haute dose, c'est la chimiothérapie haute dose qui est le traitement. Et donc, le fait qu'on ne puisse pas faire d'autogreffe à 75 ans, 80 ans, et pour moi, à Toulouse, on ne le propose généralement pas au-delà de 70 ans, et même à 70 ans, on ne le propose pas si c'est pas du tout, ce serait vraiment exceptionnel, c'est que cette chimiothérapie forte, il faut pouvoir la supporter. Et que même si la procédure d'autogreffe, c'est quelque chose d'assez safe, on dit, c'est-à-dire assez sécuritaire, et on n'a pas de complications gravissime généralement, on dit qu'il y a quand même 1% des patients qui reçoivent une autogreffe qui est pour un myélome qui peuvent, dans les 15 jours qui suivent, aller en réanimation pour une complication grave. Donc c'est pas beaucoup, 1%, mais forcément, si on fait des autogreffes à 75 ans, on va augmenter ce risque. Donc tout est aussi question de bénéfice-risque, c'est-à-dire prendre un risque pour quelqu'un de 70 ans. Si on sait que sa maladie, elle est très, très agressive, et qu'on n'a pas mieux avec autre chose, avec du daratumumab, du lénalidomide, ça se discute pour chaque dossier précisément. Mais vu l'efficacité des traitements qu'on a en première ligne, suite à l'étude Maya par exemple, et puis tout ce qui a été fait, l'étude bénéfique qui vient de se finir de l'IFM, etc., il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire des autogreffes à 70 ans, à mon avis, sauf situation très particulière. Donc nous, on le propose systématiquement jusqu'à 65 ans, et entre 65 et 70, ça dépend de l'état de forme du patient et des caractéristiques de la maladie. Et dans cette tranche d'âge, on n'a pas de recommandation formelle et c'est aussi variable un petit peu selon si vous habitez à Dijon ou à Bordeaux. Les médecins ont aussi des façons de faire un peu différentes. Et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose parce que le médecin qui a l'habitude de faire des autogreffes à 70 ans, il le fait sûrement mieux que celui qui n'en a jamais fait et qui d'un coup voudrait autogreffer quelqu'un de 75 ans. Donc il faut faire confiance à le système de soins dans lequel vous êtes, au médecin qui connaît bien cette maladie, qui connaît votre dossier et qui va vous proposer la meilleure option. Ça marche. Autogreffe, allogreffe. Pardon, bien sûr, Hervé. Professeur. Aurore, est-ce que tu peux faire un commentaire sur l'ADEX? Parce que dans les commentaires, il y a des patients qui disent « je ne supporte pas l'ADEX, je ne dors pas, je suis agressif ». Et de l'autre côté, il y a des patients qui disent « mon médecin a arrêté l'ADEX, est-ce que c'est grave ?» Alors oui, on peut parler de la dexaméthasone. Donc la dexaméthasone, elle est utilisée dans quasiment toutes les associations de traitement, au moins au début. Et la dexaméthasone, c'est un très bon médicament pour contrôler l'évolutivité rapide du myélome. Par contre, c'est un mauvais médicament au long cours, parce qu'effectivement, ça a des effets secondaires, et qu'à long terme, ça augmente quand même le risque de faire des infections, et puis ça diminue la capacité des muscles à faire leur travail, ça a une petite toxicité sur les muscles, etc. Alors, du coup, on utilise la DEX à forte dose quand il y a une complication à gérer, quand il y a des douleurs, quand il y a une insuffisance rénale, quand il y a une augmentation du calcium, quand la maladie est en rechute évolutive ou dès le début quand elle est évolutive. Et généralement, ensuite, on réduit les doses.
Et quand on réduit les doses, les effets secondaires peuvent s'améliorer. Et après, c'est très différent d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui sont à 40 mg de dexaméthasone par semaine et qui dorment un tout petit peu moins bien, mais qui s'en plaignent pas plus que ça. Et d'autres, même quand on est à 10 mg ou 4 mg, ils ne supportent pas. Donc je crois qu'il faut vraiment s'adapter à chacun. Et moi, je ne suis pas très partisane d'arrêter la dexaméthasone systématiquement à un temps T. Et si jamais on l'a fait et que les patients me disent j'ai des douleurs articulaires qui reviennent, en général, on remet des petites doses pour essayer de faire un sevrage plus progressif parce qu'effectivement, la dexaméthasone, ça traite les complications du myélome, mais ça calme aussi plein de petites douleurs qui n'ont rien à voir au myélome et ça a un effet dopant, un petit effet dopant qui est indéniable. Donc, on essaye de l'adapter à chacun en fonction du myélome et de la tolérance. Mais bon, on n'en met pas pendant l'autogreffe, c'est avant et ou après. Ça marche. Donc, la question que j'allais vous poser tout à l'heure, c'était finalement autogreffe, allogreffe. C'est une question qui revient régulièrement. A priori, on fait presque plus que des autogreffes actuellement. Mais bon, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors, l'allogreffe, c'est un traitement où là, du coup, la greffe, c'est le traitement. Il y a une petite chimiothérapie avant l'allogreffe ou une grosse chimiothérapie, mais cette chimiothérapie avant l'allogreffe, elle ne sert que à faire prendre la greffe. Et quand on fait une allogreffe, le but, c'est pas avec une chimiothérapie de tuer les cellules cancéreuses, c'est de remplacer le système immunitaire du patient par le système immunitaire d'un donneur qui va attaquer les cellules du myélome. Parce que même s'il y a une compatibilité de ce qu'on appelle 10/10, c'est jamais des clones et il y a une différence entre les lymphocytes T du donneur du greffon et le cancer du patient. Donc l'allogreffe, c'est une procédure compliquée qui consiste à remplacer le système immunitaire pour essayer d'éradiquer des cellules cancéreuses. Ça nécessite après de prendre des immunosuppresseurs pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et ça a des complications non négligeables qui est en fait le greffon qui s'attaque au patient, pas seulement au myélome du patient, mais aussi à la peau, à l'intestin, au foie, et donc ça peut donner ça peut générer une nouvelle maladie qui s'appelle la maladie du greffon contre l'hôte, contre celui qui accueille le greffon. Alors, pourquoi on ne fait pas d'allogreffe ou on ne fait quasiment plus d'allogreffe, ou en tout cas, moi, je ne fais pas d'allogreffe, parce que si vous faites une allogreffe et que vous guérissez définitivement les patients, vous prenez le risque de créer une nouvelle maladie, vous prenez le risque de toutes ces complications. Et c'est ce qu'on fait pour certaines leucémies aiguës pour lesquelles on sait qu'on n'a pas d'autre solution. Dans le myélome, l'allogreffe, elle a rendu service à des patients, mais elle n'empêche généralement pas une rechute. Donc, ça a été considéré à un moment donné comme une ligne supplémentaire quand on n'avait pas les immunothérapies, quand on n'avait pas les CAR-T-cells, quand on n'avait pas les nouveaux anticorps bispécifiques. Je pouvais comprendre qu'on puisse proposer à un patient, notamment jeune, ce type de procédure. Mais vu que ça n'a pas, on ne peut pas en espérer une guérison fréquente, je vais dire, je trouve qu'il y a trop de risques par rapport aux bénéfices potentiels. Donc c'est pour ça que l'allogreffe n'est plus recommandée dans cette maladie, sauf cas très très particuliers ou sauf protocole d'essai clinique, mais je n'en connais pas en France qui testent l'allogreffe. Ça marche. Écoutez, merci en tout cas pour toutes ces réponses. Donc peut-être la partie thérapeutique de l'allogreffe, pour expliquer un petit peu à tout le monde réellement comment ça se passe en vidéo. On prendra 2-3 questions, on a un petit peu de retard. Donc j'irai sur la vidéo suivante, on ira un tout petit peu plus vite sur les réponses. On a commencé par un traitement d'induction de plusieurs cycles de chimiothérapie et après dans la phase intensive, donc la phase d'autogreffe, et maintenant je suis en phase de maintenance. Pour préparer le prélèvement de cellules souches, on fait des injections qui permettent en fait à l'organisme de relâcher les cellules souches dans le sang et les produire. Donc selon les personnes, ça peut être douloureux ou pas. Moi, dans mon cas, effectivement, c'était vraiment pas agréable. Mais ça dure 24 heures à peu près. Puis après, ça va mieux. Le jour du prélèvement, on va à l'hôpital et on vous branche à une machine. Donc il y a
un bras qui permet de prélever le sang et l'autre bras qui vous le rend. Et en fait, ils prennent la couche de sang qui les intéresse, en fait, là où il y a les cellules souches. L'autogreffe, il faut bien imaginer que c'est un soin de support. Ce qui va être important, c'est le traitement qu'on va faire juste avant l'autogreffe, qui est de la chimiothérapie forte dose. Cette chimiothérapie forte dose, si on ne réinjecte pas la greffe de ces cellules souches, la période d'hospitalisation va être extrêmement longue parce qu'il y aura une période où on n'aura aucun globule blanc. Le temps effectivement de récupérer les globules blancs va être extrêmement long. La greffe, en fait, c'est des cellules souches qu'on prélève. Le fait de réinjecter des cellules souches juste après la chimiothérapie forte dose permet de réduire ce temps qui serait de plusieurs mois d'hospitalisation à seulement une semaine parce que du coup la moelle se régénère beaucoup plus rapidement. L'autogreffe, c'est vraiment la partie la plus difficile. C'est pas la plus longue, mais c'est la plus difficile. On sait que ça dure pas trop longtemps, donc on serre les dents puis on se dit que chaque heure passée est une heure de gagné. Chaque jour passé est une petite victoire. Et puis voilà, on attend que l'aplasie se termine pour pouvoir enfin sortir et regagner la maison. La première partie, elle est quasi que ambulatoire. C'est des hospitalisations qu'on appelle 2 jours. Ça nécessite de venir 1 voire 2 fois par semaine au départ, avec des pauses effectivement au milieu. C'est pour la première partie. L'autogreffe, c'est 15 jours d'hospitalisation. Une fois qu'on a passé ces 6 mois, il y a la phase de consolidation, c'est-à-dire qu'on reprend le traitement au début, on fait 1 à 2 cures pour consolider, pour augmenter la réponse. Et puis après, il y a une phase d'entretien qui, elle, dure quand même relativement longtemps. Ça dure en moyenne 2 à 3 ans. Très bien. Donc, sur cette partie, on a répondu déjà à beaucoup d'éléments juste avant avec vous, professeur Perrault. Juste, peut-être, si on reprend ces éléments, donc c'est une chimio avant, prélèvement de cellules souches, autogreffe, et puis de cellules souches une nouvelle d'abord. chimio derrière, c'est bien ça? Prélèvement de cellules souches, pardon, je l'ai fait dans le désordre. Donc l'induction, c'est pour commencer à diminuer la maladie et surtout à contrôler les symptômes. Le recueil des cellules souches pour congeler les cellules qui serviront ensuite, après la chimiothérapie intensive, puisqu'on va les réinjecter le surlendemain, le lendemain ou le surlendemain de la chimiothérapie. Et donc après, ça nécessite d'être hospitalisé une quinzaine de jours au total, puisqu'il y a une période d'aplasie, donc de baisse des globules blancs de 8-10 jours. Ça marche. Une question qui a souvent été posée, mais c'est quoi les symptômes, enfin les effets secondaires de cette chimio intensive, comment ça se passe, quoi, Donc, c'est de la chimiothérapie classique, donc ça tue toutes les cellules qui sont en renouvellement, donc les cellules du sang, et c'est pour ça qu'on a besoin de faire l'autogreffe pour redonner des cellules souches qui vont refabriquer les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, mais ça tue aussi toutes les cellules qui sont en perpétuel renouvellement de la bouche, de l'intestin, de l'estomac, donc ça donne des nausées, ça donne de la diarrhée, et ça peut donner une inflammation de la bouche qu'on appelle une mucite, qui cicatrise au bout de, en général, 1 semaine, mais qui peut être douloureuse. Et donc ce sont les inconvénients majeurs de cette chimiothérapie forte. Ça marche. Je vois pas d'autres questions sur le sujet. Donc la mucite, vous en avez parlé, les aftes, les diarrhées, les épisodes éventuellement infectieux puisqu'on est en aplasie. Bon, je pense que tout ça, le sujet a été évoqué. Je vois Michel qui nous dit mais c'est pas toujours si difficile que ça à supporter. Donc à 70 ans, il l'a bien supporté lui. Donc écoutez, c'est génial, super Michel. C'est un témoignage super positif. Voilà, moi je trouve ça génial. Et puis c'est vrai que voilà, c'est quelques jours. C'est peut-être des journées un peu dures à vivre, mais c'est quelques jours. Donc faut pas s'en faire tout un monde non plus. Pour l'avoir vécu, je peux aussi apporter ce petit témoignage. Très bien. Comme on est un petit peu en retard, je l'avais dit, mais on rattrape. On va parler des patients qui sont non éligibles à l'autogreffe, puisque l'autogreffe étant un premier un traitement important à moins de 70 ans, par rapport à ce qu'on a vu, il y a aussi des patients qui sont non éligibles à l'autogreffe. Finalement, quels sont les critères et les stratégies de traitement? Comme je ne pouvais pas recevoir d'autogreffe puisque j'avais déjà 72 ans, on m'a proposé un traitement à base de lénalidomide
d'exométhasone et j'ai eu beaucoup de chance parce que depuis le mois d'avril 2021, on avait mis en circuit l'immunothérapie avec le daratumumab. Donc j'ai tout de suite bénéficié de ce traitement et je crois vraiment que pour moi c'était une chance parce que d'abord je le supporte très bien et ensuite, d'après ce que j'ai compris, c'est un traitement d'avenir pour l'instant. Donc voilà, honnêtement, je ne regrette pas l'autogreffe. Aujourd'hui, les progrès les plus récents qui sont disponibles en France pour tous les patients depuis début 2021 sont l'association de 3 molécules, une immunothérapie anti-CD38, donc par exemple daratumumab, un immunomodulateur, le lénalidomide, et la dexaméthasone que l'on continue de considérer qu'il faut donner avec les 2 premières molécules. Ce schéma est extraordinaire pour plusieurs raisons. La première, globalement, il est quand même très bien toléré. La deuxième, il peut être donné sans vraiment limite d'âge. La troisième, l'immunothérapie est sous-cutanée, le reste est oral. Donc c'est très pratique pour les patients. Ensuite, globalement, il a été montré que ce traitement pouvait être donné très longtemps. Et donc, si un patient a besoin de le prendre très longtemps, il va pouvoir le recevoir très longtemps. Le traitement qui a été proposé à mon épouse, dans un premier temps, c'était un traitement à base de Velcade et un traitement effectivement un petit peu traditionnel qu'on propose dans ces cas-là, qui a donné de bons résultats dans un premier temps, puisqu'elle a été en rémission pendant quelques mois. Et malheureusement, cette rémission n'a pas duré et on a fait un deuxième traitement à base essentiellement de Revlimid. Le suivi au début a été tous les mois et maintenant je suis tous les trimestres. Je rencontre le docteur Perrault pour ajuster le traitement. Le traitement a été positif très rapidement. Au bout de 6 mois, l'électrophorèse était à 0. Donc aujourd'hui, je suis dans un traitement d'entretien, au moins pour 2 ans, voire 3, si j'arrive à supporter le Revlimid un peu plus longtemps. Très bien. Donc, quel est l'apport de l'immunothérapie actuellement utilisée en première ligne pour ces patients? L'apport est vraiment très très important. Quand on a fait cet essai Maya qui a comparé l'ancien standard de traitement qui était la combinaison orale de lénalidomide, Revlimid, donc un comprimé 3 semaines sur 4 et dexaméthasone 1 fois par semaine, à la nouvelle combinaison qui était ce même traitement oral plus du daratumumab qui au début se donne 1 fois par semaine pendant 2 mois, puis tous les 15 jours pendant 4 mois, puis 1 fois par mois. Il a fallu un peu de temps pour avoir les résultats, mais quand on les a eus, la différence était vraiment très importante avec une amélioration de la durée de réponse, de la profondeur de la réponse, de la qualité de la réponse et de la durée de réponse très importante. Donc ça a vraiment, je dirais, bouleversé le traitement de première ligne des gens qu'on ne pouvait pas autogreffer. Le Revlimid, qu'on voit encore à peu près, enfin très souvent, et même presque partout, me semble-t-il, vous me reprenez quand je dis une bêtise, mais entraîne notamment des troubles digestifs régulièrement. Comment on gère ces problèmes en fait? J'ai vu aussi des questions passer sur. J'ai été obligé d'arrêter le Revlimid à cause de maladies neuropathiques, c'est préjudiciable. Enfin, voilà, il y a beaucoup de questions autour. Est-ce que vous pouvez, au même titre que pour la dexaméthasone, il y avait pas mal de questions. Il y a aussi des questions autour du Revlimid. Est-ce qu'on peut y répondre? Alors, le Revlimid, il est généralement bien toléré au début du traitement. Sauf peut-être chez des gens très âgés, chez qui il peut y avoir des troubles cognitifs qui se majorent. Mais généralement, il est très bien supporté au début. Et puis, avec le temps, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, apparaissent des diarrhées qui ne sont pas des diarrhées d'infection, qui sont en fait, a priori, on pense que c'est un problème d'absorption des sels biliaires. Et donc, on a des solutions qui sont soit des médicaments antidiarrhéiques qui vont bloquer la diarrhée, mais il y a des gens qui n'aiment pas du tout avoir cette diarrhée bloquée, puis après être constipé pendant 2-3 jours, puis la diarrhée revient, on la bloque, etc.
On essaye, et dans certains cas ça fonctionne, de donner un médicament qui d'habitude est utilisé dans les problèmes de cholestérol, qui s'appelle le Questran, et qui régule, qui améliore cette absorption des sels biliaires et qui parfois améliore cette tolérance digestive du Revlimid. Mais il y a des gens chez qui ça ne fonctionne pas, ou que ça ne fonctionne pas suffisamment, et on est obligé de réduire les doses, voire d'arrêter. Alors oui, au départ, si on ne prévoit pas d'arrêter, on essaye de ne pas arrêter, mais on arrête en fonction de la tolérance de chacun. Il ne faut pas se dire c'est catastrophique parce que j'ai arrêté, parce qu'en fait, on ne connaît pas bien l'efficacité des traitements en fonction de la tolérance. On donne du 25 mg à tout le monde au début. Il y en a qui le supportent très bien, d'autres qui le supportent beaucoup moins bien très vite. Peut-être que l'efficacité sur la maladie, elle est aussi différente. On connaît très mal l'efficacité à l'intérieur du corps des médicaments de façon interindividuelle, je veux dire. Donc il ne faut pas se mettre martel en tête en disant c'est une catastrophe, on a dû me baisser le Revlimid ou l'arrêter. C'est comme ça, c'est un équilibre entre la qualité de vie et l'efficacité et le maintien du traitement. Et puis il y a d'autres solutions, si la maladie n'est pas contrôlée ou si la maladie revient. Et alors, il y avait une autre question sur un autre médicament, je ne sais plus. J'ai vu sur le daratumumab aussi. Ma mère va avoir du daratumumab. Qu'est-ce que c'est? C'était la question qui était posée. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, le daratumumab, c'est un anticorps, mais cette fois-ci qui n'est pas fabriqué par le plasmocyte, qui est un médicament anticorps qui va reconnaître le plasmocyte. À la surface du plasmocyte, vous avez une petite molécule qui s'appelle le CD38. Et donc, les industriels ont fait un médicament anticorps, c'est-à-dire qui reconnaît ce CD38 et qui va permettre de tuer la cellule malade en utilisant un petit peu le système immunitaire du patient. Donc ça cible les cellules CD38 et ça ne détruit que des cellules CD38. Donc ce n'est pas de la chimiothérapie, ça ne détruit pas autre chose que ces cellules CD38+, et le CD38, il y en a sur les plasmocytes, donc ça détruit électivement quasiment que les plasmocytes. Donc c'est presque un traitement ciblé, et c'est pour ça que ça n'a pas d'effet secondaire autre que l'activation du système immunitaire lors des premières perfusions ou injections, et qui est d'ailleurs quelque chose de rare. Donc on peut avoir un peu de fièvre après la première injection, et c'est pour ça que la première injection, le daratumumab, maintenant il se fait en injection sous la peau, et on surveille les gens pendant 6 heures, et on peut le faire très bien à l'hôpital de jour, on vient le matin tôt et on rentre le soir. Donc il n'y a pas d'effet secondaire spécifique. Après, nous, on prend quelques petites précautions avec ce médicament, à la fois parce qu'une fois qu'on a commencé le daratumumab, on ne peut plus mesurer par les techniques classiques le groupe sanguin, donc il faut faire un groupage sanguin avant. Il faut faire ce qu'on appelle aussi une RAI, c'est au cas où on ait besoin de transfusion par la suite. C'est des problématiques, on va dire, entre l'établissement français du sang et le service d'hématologie. Et on fait attention quand même à vacciner les patients contre le pneumocoque, notamment contre la grippe, contre le Covid, parce qu'avec le daratumumab, il y a un petit peu plus d'infections que quand on faisait des traitements sans daratumumab, et c'est la même chose pour l'autre anticorps anti-CD38, l'isatuximab. Donc voilà, vaccination avant de commencer le traitement, quelques tests sanguins pour nous, et ensuite c'est des injections, et le patient ne ressent généralement pas grand-chose. Et pour prévenir la réaction à la première injection, on donne du paracétamol, un anti-allergique et la dexaméthasone qui permettent de calmer un peu le système immunitaire pour pas qu'il fasse une trop grosse réaction à la première injection. Très bien, merci professeur Perrault. On a vu depuis tout à l'heure finalement ce qu'était le myélome, les symptômes, les diagnostics et donc les traitements de première ligne globalement. On l'a vu aussi, c'est une maladie qui rechute. Donc, je propose de passer à la vidéo suivante qui est sur justement les traitements de rechute. Alors, bien souvent, c'est un moment où les patients sont suivis en consultation de façon régulière et souvent la rechute est observée à la prise de sang sur les électrophorèses, le dosage des chaînes légères libres sériques que l'on fait régulièrement lorsque les patients soit sont en cours de traitement, soit sont dans un intervalle libre et non plus de traitement. Alors la rechute, je l'ai apprise simplement en regardant mes résultats sanguins. J'ai vu que d'un seul coup, mon pic monoclonal remontait, et ce qui a acté effectivement le début, l'annonce de ma rechute. On m'a proposé un autre traitement au long cours cette fois, qui consiste à une injection de daratumumab, Darzalex,
Et puis Revlimid à la maison, ça ce sont des médicaments à prendre à la maison, et dexaméthasone. Ce traitement est à prendre jusqu'à ce qu'il ne fasse plus effet, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine rechute. Ils m'ont hospitalisé, ils ont fait divers examens et par rapport à ça, ils m'ont proposé au départ de faire un essai clinique. À un moment donné, ils ont parlé d'un essai clinique. Je vais être suivi pendant 1 année ou 2 et en fin de compte, suite à la réunion des hématos de Cochin, ils ont décidé de me faire un autre protocole avec le plus fort, en attendant une radiothérapie et une grosse chimiothérapie plus costaud que la première. À l'époque, nous étions un peu démunis et on se sentait inutile parce que nous aurions aimé, sachant que c'était une maladie qui touchait la moelle osseuse, nous aurions aimé être des donneurs potentiels, faire quelque chose pour notre maman, quoi. Et déjà savoir si cela était possible. Mais nous avons compris que petit à petit, avec les consultations, cela ne pourrait pas se faire. Donc déjà pas d'autogreffe, encore moins d'allogreffe. Et donc ce moment a été un petit peu frustration, parce qu'on se disait, ben voilà, on voulait participer, on voulait naturellement agir. Alors le choix de traitement dans le contexte des rechutes est assez complexe et il repose sur tout un tas de critères que l'on évalue un à un et qui orientent la décision. Chaque cas est justement unique, hein, il n'y a pas de consensus qui permettrait de définir le traitement de l'ensemble des rechutes. Alors il y a le champ des immunothérapies dont il est souvent question, il y a aussi la question des CAR-T-cells qui est souvent posée. Donc ce sont des traitements qui sont intéressants, qui sont réservés pour l'instant aux patients qui ont déjà une maladie un petit peu avancée, qui ont reçu au moins 3 lignes de traitement antérieures. C'est des traitements qui ont fait la preuve de leur efficacité. Donc là aussi, il y a tout un tas de critères que l'on prend en compte pour décider de la pertinence de ce type de traitement. Très bien, donc la rechute, évidemment, le stress de tous ceux qui sont malades ou aidants sur le myélome. Les traitements on peut refaire une autogreffe d'abord, première question, et puis après, quels sont les autres traitements? Comment ça se passe? Alors déjà pour la rechute, effectivement ce qui est écrit sur votre diapositive, c'est que parfois, au début on la tolère. Comme on a toléré une phase de MGUS, si la rechute est très lente, qu'il n'y a pas de symptômes et que, enfin voilà, selon plusieurs éléments, on peut parfois attendre, c'est toujours du temps de gagner, mais dans ce cas, on fait une surveillance rapprochée. Ensuite, quand il y a une rechute clinique, c'est-à-dire que soit il y a des symptômes qui réapparaissent, soit il y a des symptômes qui réapparaissent ou des signes d'évolutivité, là on commence un traitement de rechute et à ce moment-là on réfléchit en fonction de ce qui a déjà été reçu auparavant, de qu'est-ce qui a fonctionné, est-ce qu'éventuellement il y a des anomalies cytogénétiques, alors parfois on propose surtout à la première rechute de refaire le myélogramme pour voir si les choses ont changé par rapport à la première ligne de traitement. Et ensuite, les traitements, il y a beaucoup de choses différentes. On peut discuter d'une autogreffe à la rechute, mais c'est quand même de plus en plus rare. Il faut vraiment avoir eu un très long bénéfice de la première greffe, ou alors des patients jeunes chez qui on veut encore avoir du temps, on va dire, sans traitement. Et ensuite, on réfléchit pour la rechute selon si le lénalidomide a été au bout de ses possibilités, c'est-à-dire si le myélome est devenu réfractaire à ce lénalidomide, ou si on peut le réutiliser. Et on a des combinaisons de traitements différentes selon ces deux situations. D'accord, très bien. Du coup, les traitements aujourd'hui sont faits en général avec 3 molécules. Quand on n'en supporte pas une, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a plusieurs molécules. Quand on dit 3 molécules, en général, c'est 3 classes de molécules. C'est-à-dire, c'est un inhibiteur du protéasome plus un IMiD plus un anticorps monoclonal. Si on ne supporte pas un des médicaments, on peut aller choisir un autre médicament dans la même classe et garder les 2 autres. Et ça peut être le cas, par exemple, de changer le lénalidomide pour du pomalidomide s'il y a des problèmes d'intolérance,
ou au sein des inhibiteurs du protéasome. En général, pour les anticorps monoclonaux, il n'y a pas de problème de tolérance, donc on a moins cette question de changer. Mais oui, on peut switcher juste un des médicaments, et après, s'il y a une intolérance globale, on peut changer de classe aussi. Ok. Beaucoup de questions dans le chat sur également sur finalement les conséquences du myélome, et donc sur les douleurs, notamment les douleurs osseuses, sur les pathologies liées aux nerfs et ainsi de suite. Donc, il y a des traitements de support également, parce que là on est en train de parler de ce qui traite ce qui traite le myélome, mais est-ce qu'il y a ces traitements de support qui peuvent aider aussi quand même à la vie? Oui, bien sûr, effectivement, les effets secondaires des traitements du myélome, on peut traiter ces effets secondaires. Donc ça dépend de l'effet secondaire. Si vous avez une neuropathie périphérique, par exemple, si vous avez une atteinte des nerfs par le bortezomib, l'ixazomib un peu moins fréquemment, le lénalidomide encore moins fréquemment, à mon sens. Si vous avez une neuropathie périphérique, déjà, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas une autre cause, parce qu'il faut regarder si vous ne manquez pas de certaines vitamines. S'il n'y a pas, souvent, le neurologue, il peut faire aussi une analyse des nerfs. Et ensuite, on a des traitements pour la douleur, si cette neuropathie est douloureuse. Si elle n'est pas douloureuse, les médicaments ne fonctionnent pas bien. Et dans ce cas-là, il faut plutôt utiliser soit des traitements un peu locaux, donc des massages, il y a du TENS avec un peu de l'électricité, il y a plusieurs techniques possibles. J'ai entendu parler de nouvelles techniques qui utilisent la lumière, de la photobiomodulation. Donc il y a des techniques pour améliorer cette sensation désagréable des nerfs. Et quand on a une neuropathie périphérique, on a souvent des troubles de l'équilibre, donc il faut faire de la kinésithérapie pour renforcer la proprioception et limiter ces troubles de l'équilibre. Alors ensuite, quels sont les autres effets secondaires? On a parlé de la diarrhée au règle-limite tout à l'heure. Il peut y avoir des crampes. Donc pour les crampes, c'est bien s'hydrater. Il y a quelques médicaments comme le magnésium ou certains médicaments comme l'Okimus, le décrampe qui peuvent aider. C'est des fois pas miraculeux, mais voilà, sinon on réduit les doses. Et puis il y a la fatigue. Alors la fatigue, c'est un symptôme, j'allais dire... c'est le symptôme le plus important, je pense, que j'entends en consultation. Et donc, au début, ça peut être la fatigue liée au myélome, et puis après, c'est la fatigue liée au traitement, et puis la fatigue liée à la maladie chronique. Et donc, pour cette fatigue, ce qui fonctionne le mieux, je trouve, c'est tous ces soins de support, notamment l'activité physique adaptée au début, puis qui est de moins en moins réduite. Et c'est d'y aller progressivement sur l'activité physique qui améliore la fatigue. Et après, sur les... Oui. Il y a quelques questions sur... les réactions cutanées au Revlimid aussi. Les réactions cutanées au Revlimid, c'est rare, mais il faut bien hydrater sa peau. Parfois, quand c'est ça ressemble à presque une allergie, on peut faire des tests de réintroduction en mettant une toute petite dose, puis au bout d'une semaine, si ça va, on augmente un petit peu, on attend, etc. Il faut essayer d'éviter le soleil, parce que ça aggrave la toxicité cutanée du Revlimid. Parfois, on a des doutes sur le Bactrim, donc il faut essayer de savoir quel médicament est responsable de la toxicité. C'est très rare, mais ça peut arriver qu'on doit arrêter complètement le Revlimid sur une toxicité cutanée. Très bien. Merci beaucoup. On va passer à un point, je pense que tout le monde aussi attend un petit peu, c'est-à-dire les nouveaux traitements, les essais cliniques, des choses qui, on l'espère, nous donneront plein d'espoir dans les années qui viennent. Un essai clinique, ça vise à valider une hypothèse et il y a plusieurs types d'essais cliniques. Il y a des essais de phase très précoce où on va tester la dose toxique maximale et c'est les essais dits de phase 1. Ensuite, une fois cette dose identifiée, on va faire un essai de phase 2 pour juger de l'efficacité, mais ça ne sera pas une preuve absolue d'efficacité. Et la phase 2 sera suivie d'une phase 3 où on testera le traitement standard versus le traitement expérimental où il y aura la nouvelle drogue. Alors il y a un grand essai chez le sujet jeune qui s'appelle l'essai MIDAS. Tous les patients vont être traités par le même régime d'induction et en fonction de leur statut MRD
positifs ou négatifs, vont être randomisés dans différents bras pour tester chez les patients MRD négatifs l'utilité de faire une autogreffe ou pas, et chez les patients MRD positifs, le fait de faire 2 autogreffes contre une autogreffe, avec un traitement d'entretien qui varie en fonction du caractère MRD neg par rapport au MRD+. La vraie révolution, c'est que c'est l'immunothérapie de deuxième génération, et notamment les anticorps bispécifiques. Je rappelle que ces anticorps bispécifiques, en 4e ligne ou plus, montrent des survies sans progression de l'ordre de 1 an. Il faut savoir que toutes les chimiothérapies testées en monothérapie donnent dans ces conditions des survies sans progression de 3 ou 4 mois. Donc il y a des essais qui sont en cours de gestation, qui vont tester l'apport de ces anticorps bispécifiques, tant chez le sujet âgé que chez le sujet jeune en première ligne. Et chez le sujet jeune en première ligne, c'est cette question, est-ce qu'on a encore besoin de l'autogreffe en première ligne, compte tenu de la performance de ces anticorps bispécifiques? J'ai fait un essai clinique en 2017-18 et à cette époque-là, je me suis proposé comme candidat au CAR-T, sachant que c'était encore en essai clinique. Et en janvier 2022, l'hôpital m'a proposé d'entrer dans un protocole de CAR-T cell. Il y a d'abord ce qu'on appelle la récolte des lymphocytes. Ces lymphocytes, une fois récoltés, sont envoyés aux États-Unis à l'usine pour modification et production. Et puis ils reviennent en France environ 6 semaines, 7 semaines après. Ensuite, on va à l'hôpital pour une première procédure qui est chimiothérapie pour réduire les lymphocytes qu'on a dans le corps et créer de l'espace pour les lymphocytes modifiés qui vont arriver. Et après, on a donc une période simplement de récupération, de combat, en quelque sorte, alors que les cellules myélomateuses sont en train d'être expulsées du corps. Bien, dans la vidéo, les questions de survie sans progression, c'est quoi en fait? Ah, vous n'avez pas ouvert le micro, professeur Perrault. Pardon, je disais c'est la survie sans rechute en fait. C'est tout le temps où la maladie est contrôlée et on peut être sous traitement ou avoir arrêté le traitement, mais c'est le temps où il n'y a pas de récidive de la maladie. Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces anticorps bispécifiques? Oui, alors les anticorps bispécifiques, c'est des immunothérapies, c'est des anticorps, un peu comme tout à l'heure je vous ai expliqué le daratumumab, c'est un anticorps médicament qui se fixe sur le plasmocyte. Et là, bispécifique, c'est, vous voyez, l'anticorps, il a 2 bras et 2 mains. D'une main, il attrape le plasmocyte, la cellule tumorale. De l'autre main, il attrape le lymphocyte T normal du patient. Et il permet au lymphocyte T d'être au contact de la tumeur et de tuer lui-même la tumeur. Donc, c'est un traitement, on va dire, intelligent, puisque ça permet d'utiliser le système immunitaire. Et en même temps, c'est un traitement très efficace dans la plupart des cas, alors même qu'on pensait que le système immunitaire des patients qui avaient un myélome était un peu fatigué, mais force est de constater que ça fonctionne plutôt bien, très bien dans environ 2 tiers, un peu plus de 2 tiers des cas. Enfin, 2 tiers des cas des gens qui ont reçu tous les autres traitements préalablement. Et probablement que quand on l'utilisera plus tôt, ça fonctionnera encore mieux. On a parlé également dans cette vidéo des CAR T-cells, dont on entend parler maintenant depuis plusieurs années. Est-ce que c'est la Rolls du myélome, c'est étant espéré, c'est quoi? Alors, c'est un autre mécanisme d'immunothérapie. Et si vous reprenez le schéma de l'anticorps bispécifique, là, c'est carrément le lymphocyte T que vous allez chercher dans le corps du patient, vous le sortez et vous le rendez tueur contre le plasmocyte avant de le réinjecter au patient. Donc, c'est une forme de manipulation des lymphocytes T pour les rendre tueurs contre la tumeur. Et en théorie, ça pourrait se faire dans plein de cancers.
Alors oui, ça fonctionne très bien et je dirais que pour les patients enfin ça fonctionne généralement bien. Et pour les patients qui en ont reçu et pour qui ça a fonctionné, ce qui est assez spectaculaire, c'est de pouvoir ensuite arrêter tout traitement parce qu'aujourd'hui, les carticelles, ils sont donnés. On observe si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, mais on ne redonne pas de traitement derrière. Peut-être que ça changera. Mais aujourd'hui, ça fait une vraie pause dans ces parcours de traitement où, à part la première ligne, il y a souvent un espace libre, mais après, on enchaîne avec toujours des médicaments à prendre, toujours des venues à l'hôpital de jour. Et là, ça fait une espèce de liberté où le patient revient juste en consultation pour la surveillance, mais sans traitement autre. C'est la Rolls-Royce, non, parce qu'on n'a pas beaucoup d'accès, vous le savez très bien. Au jour d'aujourd'hui, il y a 11 patients chaque mois en France qui peuvent avoir un slot de IDCEL ou Abecma, selon des critères très particuliers. Donc, ce n'est pas la Rolls-Royce en termes d'accès à tout le monde. Mais quand on peut le proposer, on essaye de le proposer aux gens qui peuvent le plus en bénéficier. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que quand on ne peut pas proposer les carticelles, on a, même si ça reste fragile, mais aujourd'hui, on a accès aux anticorps bispécifiques sous réserve de faire une demande un peu particulière sur une plateforme, mais on peut avoir accès au teclistamab et probablement dans quelques semaines à l'elranatamab, qui est l'autre anticorps bispécifique. Donc, on a une alternative pour les gens à qui on ne peut pas proposer de carticelle. Alors, c'est une question que j'aurais préféré ne pas avoir à poser, mais je vais la poser tout de même. Nous avons des retours de l'HAS sur ces nouveaux traitements. Qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus ou peut-être que Laurent Gillot pourra également se reconnecter pour nous en parler également, Laurent, si tu m'entends. Je vais essayer de vous expliquer. Je te laisse te reconnecter. Je vais essayer de vous expliquer le principe, c'est assez compliqué. Les médicaments, ils sont approuvés au niveau européen et au niveau États-Unis. Donc, c'est ce qu'on appelle l'EMA, la FDA pour les États-Unis et l'EMA pour l'Europe. Donc, ces médicaments, carticelles, anticorps bispécifiques, ils ont été approuvés au niveau européen. Et grâce au nouveau dispositif, alors ce qu'on appelait avant les ATU, maintenant ça s'appelle l'accès précoce, en France, il y a des dispositifs qui permettent d'accéder aux médicaments avant même qu'ils soient passés par toutes les étapes d'évaluation en vue d'obtenir un prix pour le remboursement, la vente et la commercialisation par le laboratoire. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle, c'est qu'en France, on a des accès précoces qui fonctionnent plutôt bien. Et on a été le premier pays européen à avoir accès au teclistamab. On a été le seul pays au début européen à avoir accès au siltacel, l'autre carticelle. Donc la première étape fonctionne plutôt bien. La deuxième étape, c'est l'évaluation de la valeur ajoutée du médicament par rapport à ce qu'on a de disponible, qui passe par une commission, la commission de transparence de la HAS, qui évalue les médicaments en disant celui-là, il est pareil que ceux d'avant, il est mieux, il est moins bien, et c'est ce qu'on appelle l'amélioration du service médical rendu. Et c'est ça qui, après, ouvre la porte aux négociations de prix entre un comité et puis le laboratoire. Et aujourd'hui, là où ça bloque un peu, c'est au niveau de cette commission de transparence de la HAS qui considère que tant qu'un médicament n'a pas été évalué dans une phase 3 randomisée, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'Europe approuve les médicaments sur la base de résultats de réponse dans des phases 2, c'est-à-dire des gens qui sont rentrés dans un essai clinique, on ne savait pas si le médicament allait fonctionner, il fonctionne, donc il est approuvé au niveau américain et européen pour pouvoir être mis à disposition. Mais la commission de la transparence, elle considère que tant qu'on ne l'a pas comparé à ce qui existait préalablement, en gros, ils ne veulent pas trop donner une note positive pour l'amélioration du service médical rendu. Et tant qu'on n'a pas cette note positive, c'est compliqué de le faire prendre en charge financièrement. Donc, c'est des discussions très complexes. Soyez sûrs qu'on se bat avec vous pour améliorer ces accès. C'est très bien que vous fassiez entendre votre voix. Et puis, je vais laisser peut-être Laurent compléter sur vos actions de votre côté. Non, merci Aurore, c'était très clair ce que tu as dit. Simplement, pour vraiment avoir en tête, quand qu'on parle d'essais de phase 3 qui sont réclamés par l'HAS, c'est-à-dire qu'il faut actuellement, quand vous proposez à un malade des carticelles, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun traitement qui fonctionne pour ce malade-là, enfin quasiment.
hein, peut-être les bispécifiques, mais voilà, mais on est vraiment toutes les catégories de traitements classiques ne fonctionnent pas, et donc c'est inimaginable tant pour nous malades et sans doute aussi pour vous médecins d'imaginer qu'on puisse faire un bras comparateur, hein, avec un traitement qu'on sait qui ne marchera pas. Et donc c'est là-dessus qu'on se bat parce que ce qui est assez, les CAR-T-cells fonctionnent, hein, fonctionnent bien, pas pour tous, mais fonctionnent très très bien pour beaucoup de malades pour qui il n'y avait plus de solution. Et se voir privé de cette possibilité à des malades parce que la doctrine utilisée par l'HAS ne correspond pas à la situation d'aujourd'hui, tellement les progrès sont là, quoi. Et ça, enfin, moi, je prends l'image, hein, c'est l'HAS aujourd'hui, elle a un thermomètre qui ne marche pas, donc puisque le thermomètre ne marche pas, le malade n'a pas de température, quoi. Et donc, voilà, le traitement ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment ce niveau-là. Donc oui, il faut vraiment arriver à faire bouger les choses parce que comme le disait Aurore, ça fonctionne. Il y a l'évaluation au niveau américain n'est pas la même, l'évaluation au niveau européen n'est pas la même, et on a cette situation où on a un médicament qui est approuvé au niveau européen et qui on fait partie de la communauté européenne et pour autant les structures françaises rejettent ce même traitement, quoi. Donc c'est vrai et on peut. Oui. Oui, pardon. Vas-y, Laurent, finis. Voilà, donc c'est quelque chose de. On a la chance, enfin, moi, comme je présente, les essais cliniques sont vraiment importants. On a parlé d'espérance de vie tout à l'heure. L'espérance de vie, elle a énormément évolué de manière positive, hein. C'est parce qu'il y a eu des industriels qui ont proposé des traitements. On a la chance d'avoir quand même une équipe d'hématologues à travers l'IFM qui voilà, vous êtes reconnus mondialement, hein, vous participez à tous les congrès au niveau international. Enfin voilà, en France, on a cette chance-là. Vous avez mis en place avec les malades qui sont rentrés dedans des essais thérapeutiques, hein, qui ont fonctionné, qui ont montré que les traitements étaient efficaces. Et puis au bout du compte, on va dire à ces malades qui se sont impliqués dans les essais thérapeutiques, et ben non, vous ne pouvez pas avoir accès à ces traitements pour qui vous avez pardon, j'arrive pas à trouver mes mots, mais vous avez participé à démontrer leur efficacité, quoi. C'est vraiment pour nous une aberration totale, quoi. En tout cas, pour l'idée. Du coup, j'en profite pour préciser que. Ouais. Allez-y, madame. Non, j'allais dire pour le CAR-T-cell BB2121 ou IDCEL, l'essai de phase 3 vient de rapporter ses résultats et montre que c'est supérieur au traitement habituel. Donc, je pense que ça va être réévalué par la commission. Et pour l'instant, il y avait pu avoir un maintien de l'accès précoce grâce à des négociations entre le laboratoire et le gouvernement. Donc ça c'était pas si mal comme solution intermédiaire, et je pense que ça va être évalué positivement. Mais c'est sûr que pour le Cilta-cel, ça a posé un problème. On espère que pour le Teclistamab, ça posera pas de problème. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Et justement, donc à ce sujet, donc sachez que la F3M donc se bagarre, et donc nous vous invitons à vous bagarrer avec nous sur ce sujet-là. Laurent, il y a une pétition en cours. Je ne sais pas si Audrey, tu pourras mettre le lien tout à l'heure de cette pétition pour que les gens puissent éventuellement aller signer cette pétition s'ils le souhaitent, justement pour que l'HAS revoie sa copie et que nous puissions avoir accès au traitement. Ouais. Alors, on a, je pense, à l'heure où je parle, là, on doit avoir en 2 jours 3000 signatures. Hein, donc, quand même, c'est pas mal. On a aussi pas mal de malades, et je les remercie, qui sont mobilisés. On a plus de 120 élus, sénateurs et députés à qui on a posé des questions. Il y a des questions qui se posent il y a des questions qui vont être posées au gouvernement, à l'Assemblée nationale sur le sujet. Voilà, on fait parler de nous parce que c'est la situation. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce qu'on est en train de se battre pour le myélome. Ça existe aussi pour d'autres cancers. Hein, dire l'accès aux médicaments innovants pour des maladies, pas seulement les cancers, mais pour les maladies, notamment certaines maladies rares où il n'y a pas de traitement efficace pour le moment, se trouve aussi dans la même situation.
Dire que cette doctrine de l'HAS qu'elle doit changer, normalement, qu'elle a dû changer, mais ça ne se voit pas dans l'application des choses, elle bloque complètement l'innovation qui existe en France, quoi. Donc oui, allez-y. Et puis sur le site internet, on a une page spéciale. Hein, vous voyez que ça. Parce que si vous allez sur le site af3m.org, vous ne verrez que ça en premier. Et vous aurez des liens pour à la fois aussi, il y a un article qu'a écrit, que j'ai co-signé avec Hervé Loiseau, hein, et là, les médecins ont très bien expliqué tout le process de ce qui se passe. Donc, je vous conseille vraiment d'aller lire cet article du Monde qui est en ligne sur notre site. Merci beaucoup, Laurent. Donc, un dernier mot, mais d'importance, parce que vous voyez bien qu'on se bat, et sans vous, on n'est rien, on ne pourrait rien faire. Donc, je vous rappelle qu'il est essentiel, important d'adhérer ou de faire un don à l'Af3M pour nous accompagner, pour qu'on puisse garantir notre indépendance et la pérennité de l'association. Et donc, pour faire un don, vous avez vous pouvez aller sur af3m.org, et sur le site, vous avez tout de suite adhérer ou donner, qui vous permet d'adhérer directement à la F3M. Donc merci à vous en tout cas de faire cette démarche, de nous aider, de nous accompagner. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est quelque chose d'important, et plus on est nombreux, plus on a du poids auprès des instances pour essayer de faire bouger les choses. Donc je vous remercie en tout cas de venir nous aider, nous donner aussi la force et l'énergie que l'on aura tous ensemble pour pouvoir poursuivre le combat qui est le nôtre, que ce soit de la part des médecins, de l'association ou de chacun d'entre nous. En conclusion, donc, je voudrais vous remercier tous de votre participation. Merci infiniment au professeur Aurore Perrault qui a répondu à beaucoup de vos questions, au professeur Hervé Loiseau qui nous a assisté efficacement notamment dans le chat. Merci. Merci Laurent. Merci également à toute l'équipe qui a travaillé, à François, à Audrey, François et Audrey qui ont préparé cette journée. Donc tout le monde reste disponible évidemment pour répondre à vos questions sur le site, sur les réseaux sociaux, et on vous donne rendez-vous le samedi 25 mars pour la deuxième partie des rencontres numériques du myélome qui seront consacrées à aide et droit, tout savoir pour améliorer son quotidien. C'est vrai pour tous, c'est valable pour tout le monde, cette partie-là. Ne croyez pas que ce n'est valable que pour des gens qui ont besoin ou qui travaillent ou qui attendent une aide ménagère ou autre. C'est vraiment pour chacun d'entre nous. Donc, je pense que c'est intéressant de participer également à cette deuxième partie, qui aura lieu le 25 mars. Enfin, comme on dit, save the date. Gardez la date de la prochaine JNM, la Journée nationale du myélome, qui aura lieu le 14 octobre 2023 dans 26 ou 28 villes de France. Voilà. Donc, vous allez recevoir rapidement, en tout cas, un questionnaire satisfaction. Ce serait sympa d'y répondre parce que ça nous permet d'améliorer au fur et à mesure les interventions que nous faisons lors de CRNM ou lors des JNM, pour être le plus à l'écoute de vos attentes, de vos besoins. C'est anonyme, vous allez le trouver sûrement dans votre boîte mail assez rapidement. Vérifiez les indésirables ou les spams et puis répondez, ce sera super sympa à vous. Voilà, donc il me reste à saluer notre grand chef, Laurent Gillot. Merci à toi aussi. Et puis, je vous dis pour ma part, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci Olivier. Merci à tous. Merci à tous. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end, au revoir.